Bonjour à tous, je suis avec le sélectionneur de l'équipe gambienne, Monsieur Tom Saintfiet. J'espère que je prononce bien. Comment on dit, comment on prononce Tom Saint? Oui, on a dit Saint-Fit. C'est Saintfiet. Saint-Fit. En Belgique, il dit Saint-Fit, mais il y a seulement 3 hommes qui ont le nom Saint-Fit en Belgique. C'est moins connu. Mais quand tu dis Saint-Fiet ou Saintfiet, Saint-Fit, oui. Mais justement, à la base, beaucoup de gens ne le savent pas, mais Monsieur Saintfiet était un défenseur central, un défenseur. Oui. Et il s'est fait mal au pied lors d'une rencontre. Il a eu un ligament croisé, je crois. 6 fois. 6 fois. 6 fois le problème avec les ligaments croisières, 6 fois une opération. Oui. Et la dernière fois, j'ai dit, OK, j'arrête, c'est suffisant. Mais justement, comment ça se fait, comment ça se passe dans la tête d'un jeune de 24 ans qui arrête le foot? Comment ça se passe alors que ça devait être une passion? Oui, je dois dire que mon premier problème avec mes ligaments croisières, quand je suis à l'âge de 16 ans, Oui. je joue ce moment à Gale en deuxième division dans l'équipe jeunesse. Et naturellement, c'est la réalité d'un footballeur. Et quand je suis 18 ans, mon père a dit clairement, comme footballeur, vous avez pas la qualité pour être millionnaire. Oui. Et tu dois aussi étudier quelque chose. Et dans mon dernière année à l'école, j'ai écrit une thèse, une inscription du football et entraînement. Quand je suis 17 ans, 18 ans, j'ai toujours dans ma tête, dans la future, je veux être entraîneur. Entraîneur. Et mon père a dit, tu dois aller à l'université. Et j'ai choisi le topic seulement pour être entraîneur, psychologie et psychologie du sport. Quand je suis 18 ans, je joue le football avec Louvain, avec Beaume, je joue aussi en Île-Ferreux, mais toujours avec l'idée, après ça, je veux être entraîneur. Mais justement, vous avez commencé à 97. Oui. L'entraînement en 1997. Oui. Et le moment que je suis sélectionneur, je suis 23-4. J'ai commencé avec les cours pour des licences avec l'âge de 23. Je suis le plus jeune dans l'école de l'entraînement. Et au début, c'est très difficile de convaincre les présidents des pays. OK, c'est pas le niveau professionnel en Belgique, mais toujours, tu es seulement 24. Les joueurs il y a des joueurs de 30, 35. Mais j'ai dit toujours, OK, c'est pas l'âge qui compte, c'est la qualité. Quand un joueur, vu que l'entraîneur est professionnel dans sa démarche, il veut respecter l'entraîneur et c'est une très bonne école pour moi. Maintenant, je suis 21 ans. 6 ans entraîneur. Ah ouais? Et oui, je suis, cette année, en 29 mars, je suis 50 Oui. ans. Mais oui, justement, vous êtes né le 29 mars. 29 mars. Donc, tu as 51 ans et tu as commencé à 50 ans? Oui, 50. Et tu as commencé à 24 ans. Ouais. Ça veut dire 26 ans bientôt. Oui, 26 ans. Que tu es entraîneur. Ouais. L'expérience, et maintenant, je pense que je bénéficie de ça. Oui. Parce que notre entraîneur commence avec l'âge du 30, 37, 40, quelque chose comme ça. Bah oui. Il commence son carrière quand j'ai beaucoup d'expérience comme ça. OK, c'est dommage pour ma carrière de football comme joueur, mais autrefois, ça me donne plus comme entraîneur et je suis très content. Et je pense aussi les problèmes comme joueur, les blessures, mais aussi les problèmes avec des entraîneurs, pas jouer tout le temps, être au banc. Ça aide comme entraîneur parce que tu ne travailles pas seulement avec des joueurs qui jouent. Il y a 11 joueurs dans la pelouse, mais il y a plus de 13 joueurs qui ne jouent pas ou qui ne sont pas sélectionnés. Et il y a des joueurs qui sont blessés. Et l'expérience, moi-même, en footballeur, je pense que ça donne une force de travailler aussi avec toute l'équipe et pas seulement avec les 11. Les 11, justement, parlant de, comme tu as commencé très jeune, est-ce que tu n'as pas rencontré des difficultés à te faire comprendre par tes joueurs, surtout ceux qui avaient plus de ton âge, parce qu'on sait très bien que un entraîneur de 24 ans, quand il arrive dans un vestiaire, il a en face de lui parfois les gens qui ont plus de son âge. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas découragé, tu n'as pas eu peur, tu te dis, je peux pas parler au plus grand que moi?
Oui, et oui, il y a des moments au début de mon carrière qu'il y a des joueurs qui ne sont pas disciplinés. Oui. Et des joueurs très importants dans l'équipe qui sont 37 ans, quelque chose comme ça. Oui. Le grand buteur de mon équipe qui a marqué 37 buts par année pour le club. Et je prends une sanction discipline. Mais ce moment-là, je suis supporté par le comité de la fédération de football de le club et ça donne beaucoup de force. Mais naturellement, j'ai consulté aussi des grands entraîneurs en Belgique pour m'aider. J'ai travaillé après avec Walter Mills, l'ancien sélectionneur belge, l'ancien entraîneur du Anvers qui a joué le final du Coupe 2, Europa Cup 2. Et j'écoute beaucoup de mes grands entraîneurs et une règle très importante est toujours pas discipliner un joueur qui peut mordre toi parce que tu dois gagner les matchs quand c'est au niveau amateur, quand c'est au niveau professionnel ou avec une sélection. Quand tu gagnes les matchs, tu prends des bonnes décisions. Quand tu perds, tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon, juste. Et c'est toujours dans ma tête. Et naturellement, j'ai fait des faux dans ma carrière. Et chaque entraîneur fait des faux, des mauvais choix, des mauvaises décisions. Mais quand tu es objectif et tu peux être mieux après, ça aide dans mon carrière. Et je pense que c'est l'avantage maintenant avec 26 ans d'expérience. Mais justement, je veux un peu savoir. En 2000, tu vas à Abidjan pour entraîner le Satellite. Comment tu arrives en Côte d'Ivoire? Parce que beaucoup de gens ne savent pas que tu es arrivé en 2000 en Afrique. Bien avant, tu as commencé par les clubs en Belgique, mais ton premier club en Afrique, c'était le Satellite d'Abidjan. Oui, c'est vrai. Comment tu arrives là-bas? Je dois dire que je n'ai pas travaillé longtemps là-bas parce qu'il y a un problème politique à ce moment-là avec les élections. La crise. Oui. Et l'ambassade belge m'a dit, OK, c'est pas bon pour toi. Maintenant, je suis 27 ans et il y a un peu de danger et j'ai pas d'expérience extérieure. Mais le contact est basé dans le contact du local. Ce moment-là, le club andéen en Belgique, qui a travaillé avec Satellite Abidjan comme un club satellite. Exactement. Aussi un satellite de Conakry. C'est aussi un club qui a travaillé avec l'OCRE à ce moment-là. Et c'est un agent qui m'a contacté que l'OCRE cherche un entraîneur pour l'Afrique, pour Satellite Abidjan. Et je dois dire que tout le temps, quand j'ai commencé comme entraîneur, j'ai seulement un rêve, de travailler en Afrique. Mais mon grand rêve, au début, est clairement de travailler comme sélectionneur en Afrique. Un homme comme Philippe Trousier est toujours un exemple pour moi. Quand je suis 24, 25, 26, c'est toujours un exemple pour moi. Et ce temps-là, il y a toujours en Europe des magasins comme Afrique Football. Et j'ai acheté chaque mois le magazine. Et toujours, parce que c'est pas le temps d'Internet, on va oublier ça. Et toujours dans ma tête, c'est je veux travailler comme sélectionneur en Afrique. Quand j'ai reçu l'offre du Satellite Abidjan, c'est une bonne occasion. Et il y a des peuples, les agents, c'est Alfred Raoul et Monsieur Diaby, le président du club là-bas, qui dit tu peux être le nouveau Philippe Trousier. Et pour moi, comme un jeune entraîneur, c'est une bonne occasion. Mais ce temps-là, politiquement, c'est pas un bon temps là-bas pour moi. Et on a vu du ambassade belge retour en Belgique plus vite. Et c'est dommage parce que ce temps-là, je ne sais pas qu'il y a une autre occasion après pour travailler comme professionnel en Afrique. Mais 2 années après, j'ai reçu l'offre pour travailler en Île-Ferreux. C'est pas une grande ligue, mais j'ai joué là-bas et c'est vraiment la première fois que je peux dire je travaille comme professionnel. Moi-même, aider l'équipe. Et je suis ce temps-là seulement 28, 29 ans dans une équipe professionnelle et ça commence là-bas. Mais justement, en 2008-2010, tu arrives en Namibie. Oui, 2008. 2008-2010. Je dois dire, de 10 ans avant, j'ai essayé plusieurs fois pour être sélectionneur dans les pays. C'est le temps du fax. Pour les jeunes. Il n'y a plus le mail. Il n'y a plus le fax, maintenant c'est le mail. J'ai toujours un fax que j'ai écrit
quand je suis 26 ans, j'ai donné un fax la fédération zimbabwéenne pour être sélectionneur. Et j'ai reçu un repos, merci pour tout, mais on va chercher après pour notre entraîneur. Mais OK, il n'y a pas d'autres contacts. Et en 2008, je suis entraîneur au Rovaniemi en Finlande. Je suis démissionné là-bas avant la Ligue commence avec un problème avec les directeurs là-bas. Et je suis en Finlande. Mon agent a dit on cherche un nouveau club ici. Et j'ai vu en Internet que Namibie va chercher un nouveau entraîneur. Et j'ai moi-même pris contact avec le président. Et 3 jours après, je suis sélectionneur du Namibie avec un deal pour 4 mois parce qu'il joue seulement 2 matchs de qualification et il joue aussi la Coupe de COSAFA. Pas un deal financièrement intéressant, mais pour moi, c'est une occasion pour prouver, moi. Et j'ai commencé directement avec une victoire contre Comores, 3-0, après un match nul contre les Lesotho, une victoire contre Malawi. Et aussi dans les qualifications, on a gagné 4-2 contre Zimbabwe, une grande performance. Et après, j'ai reçu une offre de 4 mois. Et celle-là commence, le vrai commence pour moi comme entraîneur en Afrique et comme sélectionneur. En 2004, j'ai travaillé comme un sélectionneur moins 17 en Qatar. Qatar, justement. Et ce temps-là, Philippe Trousier est le sélectionneur de l'équipe A. Parce que je sais qu'au Qatar, tu as travaillé aussi avec Al Gharafa. Oui, Al Gharafa comme adjoint, au début comme adjoint du Waltimé, l'ancien sélectionneur belge. C'est le temps-là, la première année que le Qatar Star League, avec des grands noms comme Batistuta, Hierro, Gordiola, Basler, Effenberg, Leboeuf, tous les grands noms sont signés la première année Kanouja au Qatar. Et moi-même, je suis 30 ans et je travaille dans un ligue comme ça, avec des grands entraîneurs, des grands joueurs. Et c'est une bonne école pour moi et je suis un temps court intérim, chef entraîneur là-bas. Mais on sait aussi au monde arabe, le temps de travailler, c'est toujours court. Quand tu perds un match, ça peut être le fin de carrière là-bas. Et j'ai reçu une offre pour être sélectionneur de l'équipement 17. J'ai travaillé là-bas, qualifié pour la Coupe du Monde, 3e au Coupe Asie en 2004. Ce temps-là, je sais aussi, pour moi, je ne veux pas travailler avec des équipes moins 17, moins 19. Je suis un entraîneur pour les niveaux seniors. Je retourne en Europe pour quelques années, de travailler en Allemagne, en Pays-Bas. Mais le temps en 2008, quand je peux signer mon premier contrat avec Birmingham, je suis toujours très fier de ça et je suis toujours en contact avec le président, le secrétaire général. 3 années passées, j'ai visité Namibie et j'ai rencontré avec mes anciens chefs. Et c'est toujours quelque chose de spécial. C'est spécial, justement, en parlant du Zimbabwe. Tu me souviens, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais écrit au Zimbabwe, ils t'ont répondu que non, ils ne voulaient pas. Mais après, en Namibie, tu travailles avec le Zimbabwe. Oui, c'est peut-être un mauvais choix le temps-là. J'ai toujours un contrat. J'ai de très bons contacts avec, de très bons résultats avec Namibie. Je suis 2 ans et demi là-bas et j'ai le meilleur résultat dans l'histoire football ce temps-là. Avec Namibie, de très bonnes performances, une bonne équipe. Et j'ai reçu quelques offres. Il y a des contacts avec Angola, il y a des contacts avec Zimbabwe. Et Zimbabwe est très concret. Il m'a dit qu'on veut toi. Et pour moi, ce temps-là, je pense que Zimbabwe a plus de potentiel. Il y a Knowledge Musona, il y a Moshweki, il y a des autres noms qui jouent en Europe avec beaucoup de qualité. Et j'ai signé un contrat. Je pars au Namibie. Les peuples namibiens sont très fâchés. Parce que au début, je pars sans dire ça. Je suis au Zimbabwe, mais je veux attendre pour signer le contrat quand tout est clair. Et je signe un contrat avec Zimbabwe et 2 semaines après, je dois courir exit Zimbabwe. J'ai jamais fait un match avec Zimbabwe. Je suis le seul entraîneur, je pense, zimbabwéen qui n'a jamais perdu un match. Mais j'ai jamais joué un match. Non, il y a une histoire ce temps-là que j'ai pas licence pour travailler. J'ai licence UEFA ce temps-là, maintenant UEFA Pro, mais le temps-là UEFA. Mais
un permis de travail n'est pas réglé. Et le gouvernement a dit tu dois partir dans la nuit, autrement tu es arresté. Non, arresté dans la prison. Et la fédération dit tu pars au Botswana et dans quelques jours tu peux retourner. Et c'est dans la préparation pour le match contre Cap-Vert. Et je reste quelques jours au Botswana et je n'ai jamais retour. Et 2 ans après, c'est clair pourquoi. L'entraîneur avant moi, Norman Mapeza, il a sélectionné 20 joueurs locaux et 5 étrangers. Et moi-même, je sélectionne 20 étrangers. Benjani, il y a des bons joueurs aussi, Espamian Doro, qui joue au Kaiser Chiefs, Mamelodi Sundowns, tout ça. Et ça, mon 5 locaux. Et 2 ans, quand je dois partir à Zimbabwe, c'est clair que l'entraîneur, Norman Mapeza, et avec quelques journalistes, sont involvés aussi quelques membres de la fédération dans le match fixing. Ils perdent des matchs et naturellement, quand il y a des professionnels qui ne veulent pas perdre pour 1 000 euros, ils ont besoin des locaux. Et je ne veux jamais être part de match fixing, rien, personne m'a demandé ça, mais je veux gagner des matchs. Mais je n'ai jamais fait un match avec Zimbabwe. Et c'est dommage parce que je pars moi-même en Namibie pour signer avec Zimbabwe et 2 semaines après, je suis sans travail. Et c'est un moment très difficile de ma carrière. Mais justement, après le Zimbabwe, tu vas en Éthiopie. Après, j'ai signé un contrat avec Shabab Al-Ordon au Jordanie pour 6 mois, au fin de saison là-bas. J'ai gardé Shabab Al-Ordon au 2e position au Ligue jordanais. Quand j'arrive là, ils sont 3e. Mais toujours, mon cœur est là pour travailler en Afrique comme sélectionneur. Et j'ai reçu une offre de l'Éthiopie pour 5 mois. Et c'est peut-être le problème quand je pars en Namibie. Je suis dans une situation que je ne peux pas demander un contrat pour longtemps. J'ai reçu des offres pour 3 mois, pour 5 mois, et ça peut détruire mon CV parce qu'il y a beaucoup de peuples qui disent après il est instable. Il n'est pas stable, il ne reste pas longtemps. Il y a des peuples qui pensent que je suis démissionné plusieurs fois. Je ne suis jamais démissionné ce temps-là comme sélectionneur, mais j'ai signé un contrat pour 5 mois avec Éthiopie, 3 mois avec Malawi, 3 mois avec Bangladesh. Je fais toujours mon travail, mais il n'y a pas de budget. Tu sais aussi, en Afrique, plusieurs fois, les petits pays, il y a des petits budgets. Quand il n'y a pas un match de qualification pour 5 ou 6 mois, il ne veut pas signer. Il ne veut pas signer un contrat. Donc, j'ai signé avec Éthiopie. Mon premier match, c'est contre le Nigeria. Et c'est un des plus mémorables pour moi. En anglais, je vais dire, j'ai reçu maintenant... La chair de poule. Oui, de Goosebumps, parce que mon premier match, on joue au Nigeria, il y a 30 000 spectateurs au stade. Un match à 16 h après-midi, à 8 h dans la matinée, il y a beaucoup de spectateurs au stade, plus d'heures avant le match. Et l'hymne national. Et pour Nigeria, avec Yobo, Taiwo, Nima, Johnny Obi-Mikel, tout, ils sont tous là. Il y a le CD pour l'hymne national, et pour nous, il y a le fanfare. Et 30 000 spectateurs chantent l'hymne national. Et wow, c'est un concert fantastique. Et je suis seulement 10 jours avant le match, je suis arrivé au Éthiopie. Et j'ai dit, le peuple, je suis ici pour gagner contre Nigeria. Et tout le monde dit, tu es fou. On a perdu 4-0 au Abuja, on a perdu 1-4 contre Guinée-Conakry ici. On ne peut pas gagner contre Nigeria. J'ai dit, on a seulement des joueurs locaux. Tous les joueurs d'Éthiopie jouent dans les ligues locaux. Le salaire maximum est $3 000 par mois. Et on joue contre les grands stars du Nigeria. Et après 26 minutes, Nigeria a marqué un but. 1-0, 0-1. Et on a marqué juste avant le mi-temps 1-1. Après, il était président 2 ans pour nous. Saladin Saïd a marqué 2 buts. Et la concert fantastique, c'est 2-1 pour nous. Et seulement 2 minutes avant la fin, Yobo a marqué 2-2. Mais Nigeria n'a pas qualifié pour le CAN ce temps-là. Il manque 2 points. 2 points qui manquent au Éthiopie. Et on a gagné aussi contre Madagascar. On a perdu 1-0 à Guinée-Conakry, mais on a créé quelque chose. Ce temps-là, il y a presque 40 ans que rien de personne n'a pensé au Éthiopie de football pour changer quelque chose. Et après, l'année après, Éthiopie a qualifié pour le CAN 2012, je pense.
Et Éthiopie a le sentiment. Et maintenant, j'ai toujours reçu plusieurs fois la demande de retourner en Éthiopie. Et une fois dans ma vie, je veux retourner comme entraîneur là-bas parce que les spectateurs sont fantastiques. J'ai travaillé toujours avec une bonne fédération, avec de bons joueurs. Et c'est pour moi... après, Zimbabwe, c'est un très bon retour en Afrique avec de bons résultats, mais seulement pour 5 mois. J'ai agréé un contrat pour 2 ans après et je retourne en Namibie parce que ma fiancée habite en Namibie ce temps-là, maintenant c'est ma femme. Mais je retourne pour 2 semaines en Namibie avec un agrément avec Éthiopie pour signer 2 ans après. Et le jour avant, je retourne en Éthiopie, j'ai le ticket pour retourner. J'ai reçu le email de fédération entraîneur. On n'a pas d'argent pour payer toi. On va choisir un loco, votre adjoint, et on ne peut pas payer toi. Et ok, c'est vraiment. C'est une déception, ouais. Mais ok, c'est le football. Mais après Éthiopie, j'ai reçu un appel du Nigeria parce que j'ai fait une très bonne performance contre le Nigeria. Et c'est le Nigeria qui m'appelle. On cherche un DTN de la fédération Info-NCC. Exact. Et c'est en novembre 2011. Et j'ai une rencontre début décembre au Maroc parce que la qualification pour le jeu olympique elle joue au Maroc. Au Maroc, oui. Et j'ai une rencontre avec M. Maïgari, le président là du Nigeria. Il dit, vous êtes notre nouveau directeur technique, mais on va attendre pour le comité technique. En mars, j'ai une rencontre avec Victor Ikpeba, avec Gégé Kodja, avec Arba Lawal, tous les grands noms du football nigérien. Et le 28 mars 2012, je sais parce que c'est le jour avant mon anniversaire, je suis annoncé comme DTN du Nigeria et c'est un rêve pour moi de travailler avec un grand pays de football. J'ai aussi le plan, j'ai expliqué pour moi et je dis avant, je pense les grands pays comme Cameroun, comme Côte d'Ivoire, comme Ghana, comme Nigeria, il peut être champion du monde aussi pour longtemps quand il y a un très bon base. Les qualités sont là. Tous les joueurs qui jouent dans l'équipe nationale sont des grands joueurs en Europe. Mais plusieurs fois sans développement. Développé dans les quartiers, dans les plages, mais pas vraiment comme en Europe, comme en France, comme en Belgique, comme en Allemagne. Donc, quand on peut créer, je dis au Niger, quand on peut créer le développement avec des centres de formation dans chaque province et avec le centre de formation national, avec des entraîneurs éduqués, qualifiés pour développer des joueurs pas développement de moins 17, mais de moins 12, moins 17, comme ça, parce la base. L'âge plus important pour développer un joueur, c'est entre 8 et 14 ans. Et tu peux changer beaucoup, pas seulement tactiquement, techniquement, physiquement, mais aussi psychologiquement pour vivre comme un professionnel. Et quand des grands pays africains de l'Est peuvent faire quelque chose comme ça, je suis 100% sûr qu'il peut être champion du monde. C'est clair. Et c'est mon plan au Nigeria. Et j'attends pour mon permis de travail encore une fois. Et après 2 mois, le ministre des Sports dit je ne veux pas un Européen, je ne veux pas un Blanc. Je veux un Nigérien. Ouais. Et il dit à ce moment-là, les Nigériens ont la même licence. Moi, j'ai le temps-là l'UEFA Pro et la meilleure licence c'est Shaibo Amadou, un grand entraîneur, mais il a 4 B licence. Et c'est dommage parce qu'après, le développement du Nigeria n'a pas changé. N'a pas changé. Non. Et c'est encore une déception, mais des déceptions donnent quelque chose. Je suis plus fort de ça. Et après, je signe un contrat avec Yanga en Tanzanie. J'ai gagné directement la Coupe de Sekafa. C'est une compétition pour les meilleurs pays de l'Afrique de l'Est, du Kenya, Soudan, mais aussi AS Vita, c'est dans le tournoi là-bas. Mais on a gagné directement le titre. Mais après 2 mois, 3 mois, j'ai reçu une offre pour être sélectionneur. Mon cœur est toujours pour être sélectionneur plus qu'entraîneur des clubs. Et je signe en Yémen.
comme sélectionneur. C'est une situation très dangereuse. Ma famille n'est pas contente, mais mon motivation est on va jouer contre Iran avec Carlos Queiroz, contre Saoudi, avec Frank Rijkaard ce temps-là. Et j'ai fait le choix pour aller là-bas. Mais justement, après le Yémen, vous allez au Togo, où vous avez aussi... moi, je connais beaucoup de Togolais à qui j'ai parlé. Ils m'ont dit, cet entraîneur est resté dans notre cœur parce que nous pensons que la qualification à la Coupe d'Afrique 2017, on lui doit ça parce que tout le travail était fait par lui. Et Claude Leroy est venu deux matchs et puis il a qualifié l'équipe. Mais la qualification, nous, les Togolais, on la doit à Tom Saintfiet. Oui. Comment ça s'est passé? Mon premier contact avec Togo est fin 2014. Et je rencontre avec un membre du ministère et avec le président de la fédération. Et naturellement, quand tu peux travailler avec un pays comme Togo, c'est un grand honneur pour moi. En 2006, Togo a joué la Coupe du Monde, mais il y a des grands joueurs. J'ai travaillé avec Malawi, avec Zimbabwe, avec Éthiopie, Namibie, avec tout respect, mais quand tu peux travailler avec des joueurs comme Dossébi, Akakpo, Adebayor, Gakpé, Alexis Romao, Floyd Taïté, il y a des grands joueurs autour, une grande réputation, une grande histoire et un grand futur. J'ai pas de doute pour signer là. J'ai fait un match intérim contre Île Maurice. J'ai reçu l'appel mercredi. Et je dois prendre le vol jeudi et le match dimanche. Et j'ai jamais travaillé avec les joueurs, mais j'ai fait ça et j'ai fait une rencontre avec le président et après je signe un contrat pour, je pense, 2 ans avec Togo. Et j'ai un très bon sentiment. Les peuples togolais sont fantastiques. Le pays est très aimable pour vivre là-bas. J'ai vécu là-bas avec ma femme. C'est une très belle fille. De Lomé, c'est très fantastique pour vivre. Il y a beaucoup d'ambiance. Les Togolais sont gentils. Gentils et très accueillants. Seulement le problème là, de temps-là, il n'y a pas de ligue locale le moment. J'ai jamais vu un match local quand j'habite là-bas parce qu'il n'y a pas de ligue. Il n'y a pas de championnat? Il n'y a pas de championnat. Il y a un problème entre les clubs et la fédération, je pense. Et j'ai vu des matchs sur les quartiers, au beach, pour chercher des joueurs. Mais naturellement, la majorité des joueurs sont des professionnels qui jouent en Europe. Et on a fait une très bonne qualification. On est dans le groupe avec Tunisie. Avec Libéria et avec Djibouti. Et après 4 matchs, on a gagné contre Libéria, on a gagné contre Djibouti extérieur. On a perdu au Tunisie 1-0 et au match 2 contre Tunisie, on a 7 points après 4 matchs et les derniers 2 matchs sont contre Djibouti et Libéria. On a besoin 4 points maximum pour être qualifié. J'ai gagné les premiers 2 matchs contre Djibouti et Libéria. Normalement, c'est pas de problème pour être qualifié. J'ai fait 4 matchs. On a perdu seulement 1-0 au Tunisie et les derniers 2 matchs sont les deux plus faciles dans cette qualification. Et 2 semaines après le match contre Tunisie, j'ai reçu un appel du ministre du Sport. Du ministre togolais, Guy Lorenzo. Je dois dire, il y a aussi quelque chose d'exceptionnel dans ma carrière. Je suis 14 mois au Togo et j'ai travaillé avec 3 présidents de la fédération. Oui. Ah ouais. Antoine Folly, il est démissionné par la fédération, par le gouvernement. Après, c'est un intérim du Freitas. Et après, c'est Akovi. Guy Akovi. L'actuel. Ouais. Et j'ai travaillé avec 3 présidents en 14 mois et j'ai travaillé avec 2 ministres du sport. Ah là là. Donc, normalement, c'est un président qui travaille avec 3 entraîneurs. Un entraîneur a travaillé avec 3 présidents. Et ce temps-là, j'ai reçu un appel de M. Guy Lorenzo, le ministre du Sport. Il me demande de venir. Il dit, on a un problème. Le président du pays, l'État, a demandé pour demander que tu veux partir. Je dis, non, pour moi, je suis content ici. Je veux travailler. Je veux qualifier. C'est la première fois que je peux qualifier un pays pour la CAN. Et c'est mon rêve, c'est mon ambition. Quelles sont mon options? Il dit, quand tu ne pars pas, le président du pays, l'État,
va démissionner, moi, comme ministre du sport. Ah ouais? C'est un groupe d'investissement mondial qui veut investir dans le port. Pas dans le football, dans le port togolais, mais il veut un Français comme sélectionneur. Ouais. Oui. Et je dis, quel est mon choix? Il dit non, quand tu ne pars pas, je suis démissionné comme ministre. Ici, il y a l'argent. J'appelle ma femme, j'appelle mon agent. Il dit, OK, tu n'as pas de choix. Tu as le choix de démissionner. Par l'argent et part. Mais c'est une grande déception. Oui. Et je dois dire, c'est en mars, je suis démissionné, j'ai demandé de partir en avril, mais en mars, on a joué contre Tunisie. Et au Tunisie, Monastir, on a joué, on a 6 points après 2 matchs. Oui. Nous sommes numéro 1 dans le Numéro groupe. 1, oui. Et qui est dans le staff? Claude Le Leroy. Roi. Mais je suis numéro 1 dans le groupe, on a 6 points. Oui, oui. Et il y a un journaliste après le match, tunisien, qui me demande, Claude Roy est dans le stade, il est ici peut-être pour en position. J'ai dit non, on est numéro 1 dans le groupe, peut-être il est ici pour le Tunisien, parce qu'ils ne sont pas numéro 1. Mais son Claude Roy, il a fait, avant le match, quand j'ai 6 points, il est le nouveau sélectionneur. Oui. On s'est fou, je ne suis pas demandé pour les mauvais Les résultats. résultats, oui, justement. Je suis demandé de partir seulement parce que il y a un groupe d'investissement. Et je dois dire, avec tout le respect pour Claude Leroy a fait une très bonne carrière, plusieurs fois gagné le CAN et tout ça. Il a gagné avec le Cameroun. Il a travaillé 5 ans avec Togo. Il a gagné 3 matchs compétitifs avec Togo dans 5 ans. Et il n'a jamais qualifié après l'équipe que j'ai fait. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que la dernière qualification du Togo, c'est mon qualification. Exactement. Mais je ne peux pas dire que c'est moi parce que je ne suis pas là. Non, mais les Togolais, même quand ils voulaient faire partie de Claude Roy, ils ont toujours dit que cette qualification, ce n'est pas la qualification de Claude Roy. Et c'est un grand honneur. Et je dois dire, c'est aussi la motivation que je signe avec Gambie. Justement. Parce que Gambie est dans le même groupe avec Algérie, Bénin et Togo. Exactement. Et j'ai signé avec Gambie en 2018, seulement pour jouer contre le Togo. Justement, on parle de la Gambie maintenant. Parce que entre-temps, tu es aussi passé au Malawi. Ouais. Mais comment tu arrives à... Après tout ça, tu commences avec le Malawi. Comment Malawi ou Namibie? Gambie, plutôt. Oui. J'ai joué en 2010 avec Namibie contre Gambie. Et on appelle 2-3-1 là-bas. L'atmosphère est fantastique. Le stade est plein. L'atmosphère est exceptionnelle. Et c'est une bonne équipe. Je suis en contact avec quelques joueurs gambiens. Ça a commencé en 2002, 2003. Il y a Sonko, il y a des autres joueurs qui jouent en Belgique et tout ça. Et je dis toujours, mon rêve est de travailler une fois avec Gambie. En 2010, je suis au Gambie et je dis, waouh, je veux travailler ici. Il y a des journalistes qui me demandent, tu es intéressé de travailler ici? Dans la future, ça peut être un rêve. Il y a des peuples qui contactent moi en Internet. Une fois, tu vas être notre entraîneur. OK, c'est bon, c'est bon. Et en 2018, je suis démissionné, la première fois que je suis vraiment démissionné comme sélectionneur du Malte. La raison est que mon nom est dans la liste pour être entraîneur du Cameroun. Et le président m'a démissionné seulement pas. Il a dit, tu as sollicité pour le job du Cameroun et tu es démissionné pour ça parce que tu ne peux pas solliciter pour un travail là-bas. Pendant que tu es en fonction, tu ne peux pas solliciter pour travailler ailleurs. Mais je dois dire que de mon moment, ça, je n'ai pas sollicité pour le job du Cameroun. Avant, j'ai fait ça, mais quand je suis au match, je n'ai pas fait ça. Mais mon nom est dans la liste sur Internet et je suis démissionné. Et 2 semaines après, j'ai reçu un message d'un ami, un jeune ami de moi, du Gambie, qui toujours dit, tu dois travailler avec nous. Et il dit, tu es libre? Je dis oui. Tu es intéressé de travailler avec nous? Je dis oui. Et à ce moment-là, je vais réfléchir et je vais voir quelle est l'équipe. Et c'est quelque chose de spécial. Gambie a des bons joueurs, mais en 2018, juillet 2018, il n'a pas gagné un match pour 5 ans compétitifs. 5 années compétitives. Le dernier match compétitif que Gambie a gagné, c'est contre Tanzanie en septembre 2013. Wow.
5 ans sans victoire. Et il y a le peuple qui dit, ils sont 172 au FIFA ranking. Il y a le peuple qui m'a dit, ah, c'est pas bon pour toi, pour ton carrière. J'ai dit, il y a des qualités, il y a des potentiels, il y a des jeunes joueurs là-bas avec les qualités pour faire quelque chose. Il y a des joueurs qui sont jamais qualifiés, que je pense, je peux convaincre pour jouer pour nous. Et j'ai agréé un contrat. Et financièrement, très petit. J'ai jamais signé un contrat avec cette somme-là. Moins d'argent comme en Gambie. Quand j'ai commencé au Namibie, j'ai plus d'argent que 10 ans après au Gambie. Oui. Mais l'argent, c'est pas mon motivation. J'ai pensé que je peux faire quelque chose avec ces équipes. Et aussi, Gambie va jouer contre Togo et c'est l'autre motivation. Je vais jouer contre Claude Roy. Et mon premier match est aussi un match exceptionnel. On va jouer contre septembre 2018 contre Algérie avec Jamel Belmadi. Et Jamel est mon ancien joueur du Al-Garraf. Ah ouais? Jamel a joué avec Al-Garraf le temps que je suis entraîneur de Al-Garraf. Au moment où les Bœufs étaient là-bas? Oui. Le moment aussi avec Kabadiawa. Ah oui, l'ancien sélectionneur de Guinée. Oui, ce sont mes anciens joueurs là-bas. Le premier match, ma femme est là, ma petite fille a 2 ans. Elle a des billets pour VIP pour le match. Et la fédération dit elle va arriver 2 ans avant le match. Ah, je dis pourquoi? Le stade va être plein. Il n'y a pas de place à faire. Ok, elle vient avec le bébé de 2 ans. Et le match est à 16h. On a joué le match à 17h30. On a commencé. Parce qu'il y a le stade a la capacité de 25 000. Il y a 45 000 personnes dans le stade. C'est fantastique. Dans les poteaux, tout, derrière les dugout, Mahrez et les autres, Fegouli, Slimane, il dit on ne veut pas jouer, c'est dangereux. Mais le commissaire de match a dit on doit jouer parce que c'est un grand risque qu'on ne joue pas ce match, parce qu'il y a beaucoup de spectateurs. Et on a joué un match nul directement contre 0-0. 0-0. Non, 1-1. Mais c'est le deuxième match en qualification parce que Gambie a perdu 1-0 au Bénin. Au Bénin, oui. Sont directement commencé avec un match nul. Un mois après, en octobre, on va jouer contre Togo. Et j'arrive au aéroport au Togo, nommé. Il y a plus de 100 applaudir moi, entraîneur. Et notre premier entraînement au Togo, le bus arrive. Il y a plus de 1000 spectateurs extérieurs du stade, chantent pour nous, c'est pas vrai. Wow. C'est un sentiment fantastique. Et avant le match, il y a des joueurs togolais qui viennent de moi et qui disent l'entraîneur a demandé pas de parler avec toi. Ah ouais? Oui. Il a demandé pas de parler avec moi, mais chaque joueur, les Haïti, les Dossivi, aussi Adebayor, ils sont venus de moi et dire bonjour de moi. Et quand je rentre au stade, tous les spectateurs commencent à applaudir. Et c'est un sentiment, je n'oublie jamais. C'est fantastique. On a bravo le peuple là-bas. Oui, c'est pour moi, ça dit que je suis un homme togolais. Tu es resté dans le cœur des Togolais. Je suis un garçon togolais respecté et pour moi, Togo, c'est... Il y a beaucoup de pays qui sont spéciaux, mais Togo, c'est très spécial. C'est très spécial. Et on a joué un match nul là-bas. Togo a marqué un but 7 minutes avant fin de match. Et le match retour, on a perdu 0-1 contre Togo. C'est 3 jours après. Et 0-1. Floyd Haïti a marqué le but de dernière minute du match. Et on ne peut pas retourner dans les cabines parce que les supporters gambiens sont fâchés. Il y a des gens qui lancent des cailloux. Coca-Cola, tout. Cailloux. La police est venue avec des grands... les chars à l'eau. Et on rentre dans les cabines, on est resté 2 heures après dans les cabines pour partir dans le stade. Et c'est le premier match que j'ai perdu, mais c'est 5 ans qu'il n'a pas gagné. Combien? Ils sont toujours fâchés quand ils perdent la match. Et en novembre, on a gagné 3-1 contre Bénin et ça change tout, aussi dans le sentiment. Et le dernier match, on a toujours l'occasion pour être qualifié. Qualifié contre l'Algérie. Oui.
Mais on a joué 1-1 en Algérie, aussi exceptionnel parce que c'est une grande équipe algérienne qui, quelques mois après, est champion d'Afrique. D'Afrique, oui. Ce moment-là, Jamel Belmadi n'a pas perdu un match pour 35 matchs, pas perdu. Mais nous, comme Gambie, c'est le seul pays qui n'a pas perdu contre l'Algérie. Parce que 2 matchs nuls. Et c'est exceptionnel. Et j'ai seulement signé un contrat pour 9 mois, soit après le match contre l'Algérie, mon contrat est fini. Mais j'ai un très bon sentiment avec Gambie. On a prouvé qu'on peut faire quelque chose. Parce qu'on a 3 matchs nuls contre l'Algérie, contre Togo, gagné contre Bénin et seulement perdu contre Togo. On a changé quelque chose et j'ai renouvelé mon contrat pour 2 ans. Et on a fait un combat au Maroc. On a gagné contre Guinée-Conakry et on a gagné contre Maroc avec Hervé Renard. On a gagné 0-1 au Maroc, au Marrakech, contre l'équipe A. Et ce moment-là, la fédération, parce que quand j'arrive en juillet 2018, j'ai dit mon vice-président, je suis ici pour qualifier Gambie pour la CAN. Il dit, entraîneur, vous êtes fou. C'est fou. On n'a pas gagné un match. Essayez de gagner un match et après on peut parler. Parce qu'il n'y a pas de confiance, juste comme en Éthiopie, il n'y a pas de confiance que c'est possible de qualifier le pays pour un CAN. Mais naturellement, après les bons résultats, et aussi après les victoires contre Maroc et Guinée, tout le monde a pensé, mais on a des qualités. Et j'ai toujours, j'ai un base des joueurs, mais j'ai sélectionné aussi des autres joueurs, des jeunes joueurs. J'ai fait beaucoup de scouting en Europe. J'ai parlé avec les Binato pour jouer pour nous. Beaucoup de travail. Mohamed Bayo. Oui. Mohamed Bayo était c'est votre genre, votre star, Mohamed. Ah oui, il a commencé à jouer avec vous? Oui. Non, Moussa Barro. Oui. Il a fait son début avec moi. Et parce que c'est un peu rare que l'entraîneur qui est maintenant un directeur technique avant moi, il a l'option pour le même joueur que moi, mais il n'a pas sélectionné les joueurs. Et j'ai prendre peut-être un risque, mais quand tu joues avec Atalanta Bergamo, et tu ne joues pas chaque match, tu es toujours un bon joueur. Il est 18-19 ans, ce temps-là, mais il a gagné. J'ai sélectionné Prima Colli avec l'âge de 18 ans. Il n'a jamais joué ce temps-là dans l'équipe A du Atalanta Bergamo. Il a joué seulement avec l'équipe jeunesse, mais il a fait son début contre Algérie. Avec nous. Et seulement 8 mois après, il a fait son début au Serie A. Ah ouais. Donc ça veut dire que l'équipe nationale l'a relancé. Exactement. Et j'ai sélectionné des jeunes joueurs, des expérimentés joueurs, un mix de ça, et toujours avec un base, avec un vraiment discipline dans le jeu. Et en 2019, on va jouer toujours la pré-qualification. Justement, les phases. Pour moi, c'est fou. Pour moi, je pense que CAF doit arrêter ça parce que chaque pays africain a besoin d'un match de qualification. Exact. Quand tu es quand tu es Gambie, mais quand tu es Lesotho, Swaziland, ou Eswatini maintenant, ou île Maurice, Seychelles, Djibouti. Ils ont besoin de jouer les phases de groupe. Pas seulement deux matchs. C'est pas bon. Oui. On va jouer contre Djibouti. On a beaucoup de problèmes. On a joué un match nul au Djibouti, marqué le dernier minute, et match retour, encore une fois un match nul. Et on a seulement qualifié avec des pénaltys. Exact. Et on arrive dans un groupe, comme le plus petit, dans un groupe avec Gabon, RD Congo et Angola. 3 pays qui sont qualifiés pour la Coupe Afrique de 2019. Et on est dans la pré-qualification, on est juste avec des problèmes qualifiés pour la qualification. Mais justement, comment la Gambie part des phases préliminaires pour être pour la première fois en quart de finale au Cameroun? J'ai parlé avec mes joueurs d'une mission. J'ai fait ça au début, je fais des vidéos, des vidéos de motivation. On a une mission. On n'est pas. Il y a beaucoup de pays, beaucoup d'entraîneurs qui jouent des matchs pour jouer un match. C'est pas bon. Tu dois jouer avec un état d'esprit. Un esprit. C'est notre rêve. On veut faire tout pour réussir ça. On ne sait pas que ça marche, mais le rêve est là. Et je donne toute la confiance des joueurs. Je dis, vous êtes bon, tu as un très bon niveau.
peux faire ça. Je dis, quand tu suis mon tactique, on va réussir ça. Et notre premier match à l'extérieur contre Angola. Et c'est aussi fou parce qu'on a joué mercredi au Angola et le date de FIFA commence lundi. Mais les joueurs jouent en Suède, en Norvège, en Italie. Et ils doivent venir lundi. Pour jouer mercredi. Il n'y a pas de séance d'entraînement. Une fois, on a entraîné. Oui. Et on a le match mercredi. Oui. Et on a gagné 1-3 au Angola. Et cette victoire est très spéciale parce que c'est la première fois que Gambie a gagné un match compétitif extérieur. Jamais. Dans 60 ans, Gambie n'a jamais gagné un match à l'extérieur. Extérieur compétitif. Sur la victoire là-bas, c'est écrire l'histoire pour le football gambien et ça donne un boost, une confiance. On a gagné 1-3. Le prochain match, on a joué un match nul. 2-2 contre RDC. On a 4 points après 2 matchs, on est en top du groupe et on va partir pour Gabon. Avec beaucoup de tension. Les matchs là-bas, on a perdu 2-1. Oui. Match aussi, à nous, on a gagné 2-1. Il y a beaucoup d'histoires. Oui, avec les histoires où les joueurs dormaient au sol et tout ça. Mais on doit dire qu'on a aussi dormi au aéroport là-bas. Ah ouais? Oui. On a un vol spécial. Mais la fédération, le gouvernement ou la fédération, je ne sais pas, gabonais n'a pas donné la confirmation pour partir. On a resté, on a toutes les photos, on est resté dans la nuit dans l'aéroport gabonais. Ah ouais, vous avez dormi là? Ouais. Mais pourquoi vous n'avez pas... Mais je ne veux pas parler de ça parce que pour moi, je travaille longtemps en Afrique. Je connais le football. Oui. J'ai dormi dans des grands hôtels et des mauvais hôtels. J'ai fait des voyages de 36 ans, de 36 heures et des voyages très courts. Je peux parler de ça comme entraîneur et trouver des excuses. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui trouvent des excuses pour pas réussir le reste. Et quand je parle comme ça, je donne mes joueurs une excuse pour pas gagner ça. Exactement. Et je ne veux pas ça. Parce que je dois dire quelque chose. On a gagné à domicile contre Gabon. On est numéro 1 dans le groupe avec 7 points. Le même 7 points comme Togo. Quelques années avant. Et le prochain match, on va jouer contre Angola à domicile au jeudi, en mars. Et notre fédération et le gouvernement a dit on va régler un vol spécial Bruxelles, Gambie. Tous les joueurs qui jouent en Europe, c'est 20 joueurs, viennent au Bruxelles et on va aller avec le vol spécial. On est lundi en mars au aéroport de Bruxelles. Il n'y a pas de vol. On est resté tous les jours au Bruxelles. On est resté dans l'hôtel de l'aéroport. C'est le temps de Covid. Mardi, dans la matinée, on n'a pas de temps pour faire quelque chose. Il n'y a pas de gym. On a fait un petit entraînement avec jeans dans le parking du aéroport. Ah ouais? Oui. C'est lundi, c'est mardi, 2 jours avant le match, plus important de l'histoire gambienne. On joue jeudi contre Angola. Quand on gagne le match, on est qualifié. Mais on est toujours en Belgique, en l'aéroport. Le temps de Covid, on a demandé pour une salle de rencontre pour faire du stretching. C'est pas possible. C'est 3 degrés. Dans le parking du aéroport, on fait des stretching, un peu de mouvement. On apprend le vol dans la nuit. On arrive minuit dans l'hôtel au Gambie, moins de 2 jours avant le match. On a fait un entraînement mercredi et on a gagné le match jeudi. Wow. Et j'ai jamais parlé de ça. Parce que quand je parle de ça, quand j'arrive au Gambie, être fâché, dire c'est pas possible, j'ai fait des planning pour 2-3 entraînements, j'ai fait des planning pour des analyses et des rencontres. Je peux pas préparer mon équipe. Je donne mes joueurs une excuse pour pas gagner ce match. Exactement, je comprends. Et pour cette raison, j'ai dit, OK, je ne peux pas changer ça. J'ai pas de contrôle, ça. Exactement. Je peux être fâché, mais ça n'est rien. Ça ne change rien. Je veux qualifier. Gagner. Et je veux gagner. Et j'ai dit ça à mes joueurs, oubliez tout, on va gagner. On va gagner. Les joueurs ont fait ça et on a gagné, on est qualifié. Mais justement, arrivé au Cameroun, il y a encore un autre événement. L'événement de l'hôtel. Oui. Okay. Tom, raconte-nous exactement comment ça se passe. Parce que c'était l'année en 2022. Bon, après coup, comment ça s'est passé? Dis-nous, est-ce que franchement, le scandale de l'hôtel, c'était
avéré ou pas? Je dois dire qu'on est dans le temps de Covid. Oui. Dans la préparation, on est allé au Qatar pour un moment. Je ne suis jamais avec l'équipe là-bas parce qu'il y a plus de joueurs qui sont arrêtés en Europe. Test positif au Gambie, test positif au Qatar. Il y a un moment qu'on a 10 joueurs pour l'entraînement et 3 entraîneurs, un physio et 2 entraîneurs dans l'autobus. Tous les autres sont infectés par Covid. Tout le monde est infecté par Covid. On est moins de 8 jours avant le début de la CAN. Notre première CAN. C'est beaucoup de stress pour moi. J'ai fait la première fois, on a Buea, très belle. Très belle ville. Fantastique, très belle. Cameroun est très belle parce que c'est la première fois que je voyageais, j'ai vu beaucoup du Cameroun et c'est fantastique. C'est un pays très intéressant pour les touristes européens, moins connu. Pas connu comme l'Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Kenya, comme ça, mais très belle. Je pense que c'est nécessaire pour les peuples les touristes européens. Mais on est en Buea et la première fois que je joue 11 contre 11 dans l'entraînement, c'est 4 jours avant notre match contre Mauritanie. Parce qu'avant, on a abondé les 2 matchs contre Algérie et Syrie au Qatar, parce qu'on n'a pas de joueurs pour jouer ce match. Donc, il y a beaucoup de stress. On a gagné contre Mauritanie 1-0, fantastique. Match 2 contre Mali, on est qualifié après ce match. Et les derniers matchs, j'échange beaucoup de joueurs. On a toujours gagné contre la Tunisie 7 fois dans notre début du CAN. C'est exceptionnel. On a 150 au FIFA Ranking. C'est le plus mauvaise équipe dans FIFA Ranking qui est dans l'histoire du foot. Qualifié pour le CAN. Et on est qualifié pour le deuxième tour. Et on va aller au Bafoussam. Et on arrive à l'hôtel. Et l'hôtel, salle de bain. L'hôtel est de... Quel est le nom de l'hôtel? Non, je ne me souviens plus de l'hôtel. Okay. Mais on est 2 heures, presque 2 heures de Bafoussam. C'est pas normal, naturellement. Quand tu es 2 heures dans l'autobus, il y a un rythme. Tu manges 3h30 avant le match. C'est la règle, la science pour déjuster. Tu as les rencontres tactiques. Quand tu es dans un autobus, tu es un peu fatigué. Tu ne peux pas dormir. Le mental est un peu... C'est pas bon. Et Sénégal et Guinée sont dans un hôtel fantastique. À Bafoussam. Seulement 30 minutes, 45 minutes de Bafoussam. Et pour moi, c'est pas quelque chose pour nous-mêmes, mais c'est aussi quand tu organises un tournoi et les organisateurs donnent les hôtels, chaque équipe doit recevoir un hôtel du même niveau. C'est pas possible, il y a des 4 étoiles et des 2 étoiles. Exactement. C'est pas possible. Pour moi, le match doit être décidé au pelouse, pas dans l'hôtel, pas dans les kilomètres que tu es de... Exactement. C'est quelque chose comme ça. Et dans notre hôtel, c'est vraiment que avant, on a chaque joueur, dans le temps de Covid, chaque joueur a sa chambre. Chaque membre du staff a son chambre. Quand c'est pas possible, il y a 2 joueurs dans la chambre, parce que la règle est, quand un joueur est infecté, les autres joueurs qui sont dans la chambre ne peuvent pas jouer le match. Le cas contact. On est arrivé là-bas et c'est très bel l'hôtel. C'est très belle. Les montagnes sont très belles. Mais les chambres, il n'y a pas suffisant. Il n'y a pas d'eau. Il y a une chambre comme un appartement avec, tu rentres une porte et dans cette chambre, il y a 3 autres chambres. Mais avec la même salle de bain, une toilette, une douche, et pour 6 joueurs. Mais extérieur, c'est une chambre, c'est la même clé. Donc, quand un joueur est infecté, tous les 6 joueurs ne peuvent pas jouer. Parce que c'est la même porte. Il y a 6 joueurs, pour moi, il y a 6 joueurs dans la même chambre. C'est un appartement, mais c'est une porte pour rentrer. C'est une toilette, c'est une douche, c'est un lavabo. Pour moi, c'est un chambre. Les membres du staff, normalement, ils sont toujours seuls dans la chambre. Maintenant, ils sont ensemble. Les lits ne sont pas confortables. J'ai des photos que mon physio dorme au sol. Au sol? Oui, au sol.
Ah ouais? J'ai toutes les photos toujours dans mon portable, aussi de mes joueurs, comme ça, comme ça. Et le jour avant le match, on mange quelque chose. Et moi, je suis 3 heures dans la nuit, j'ai des problèmes, et je dois aller aux toilettes. Et j'ai jamais dormi après. Ah ouais. Toujours La gastro. Il y a 10 joueurs qui sont très malades. Il y a un joueur, Noah Sanko-Sundberg, qui a un fils dans l'hôtel. Ouais. J'ai aussi des photos comme ça. Il n'est pas dans la liste de match. Ah ouais. 1 heure avant le match, Saidi Yanko, son pressure. Contre le match contre qui? Contre Guinée. Le deuxième tour. Le deuxième tour, ouais. Son Saidi Yanko, son sang de blood pressure. Oui, la pression sanguine. Oui. Sanguine. Il est moins de 90. Ah ouais? 1 heure avant le match, le docteur dit il ne peut pas jouer. Ça alors? Ibou Touré, il fait l'enchauffement, il vient 20 minutes avant le match. Je ne peux pas jouer. Rien de Covid, hein? C'est seulement pour on a mangé quelque chose de mauvais. Cap Vert, dans le même hôtel, a le même problème, et il joue un match un jour après. Ils sont peut-être récupérés de ça. On a 10 joueurs qui sont malades. Et la gastro. Oui. 3 joueurs qui ne peuvent pas jouer le match seulement parce qu'on a mangé quelque chose de mauvais dans le match. Ça alors. J'ai pas beaucoup de confiance en ce match. Et je dois dire qu'on a gagné ce match 1-0. Et tout le temps, je dis maintenant avec mon staff, c'est le match que j'ai jamais le sentiment dans le match. Je suis là. Mais ton esprit est ailleurs. Oui, parce que je suis malade. Ouais. J'ai toujours le temps. J'ai pas de force. Pas de force pour crier. Pour crier. Oui. Mais et c'est un peu dommage. Ok, j'ai parlé aux conférences de presse que c'est pas acceptable. Et je dis toujours que tout que j'ai dit, c'est la vérité. Exact. Aussi parce que je suis entraîneur du Gambie et je dois battre pour mon équipe, pour mes joueurs. Et je veux que nous sommes respectés comme tout le monde. Et c'est dommage parce que tout le camp au Cameroun, c'est un camp fantastique. L'atmosphère dans les stades, les peuples sont très gentils. J'ai découvert un pays fantastique. Et pour moi, c'est quelque chose de plus spécial parce que je suis né en 73 et mon première mémoire du football est la Coupe du Monde 82. Ah oui, avec le Cameroun. Roger Mila. Et c'est la première fois que Cameroun est là. Et j'ai toujours le livre du Panini avec les photos. Ah ouais, et les photos des joueurs. Oui. Et pour moi, être là dans un pays d'un grand nombre comme Roger Mila, c'est un rêve. Au tirage, Roger Mila est là. Je ne sais pas prendre une photo, je ne demande pas. Mais pour moi, aussi, Rabat Madjar est là. Il est dans le même Coupe du Monde en 82. Et pour moi, c'est quelque chose de spécial parce que, comme petit garçon, ce sont mes grands héros. Et maintenant, je suis dans le pays. Oui, après notamment Samuel Eto'o, Rio Bersong, tous les grands noms de football d'histoire. J'ai travaillé avec Pio Gignefi aussi au Algarve. Ah ouais? Il a joué pour nous. Donc, j'ai pour moi, comme amateur de football, j'ai un très bon sentiment avec Cameroun. Cameroun, exactement. Mais justement, quelqu'un m'a dit que vous rêviez d'entraîner le Cameroun. Est-ce que c'est vrai? Attends. En 2000, un agent a nommé moi 2 fois ou 3 fois pour la poste du sélectionneur. Et naturellement, c'est un grand rêve. Moi, comme entraîneur, j'aime l'Afrique, je connais l'Afrique, je suis marié avec une femme africaine, on a 14 ans maintenant ensemble, on a une petite fille de 6 ans, donc je suis un peu africain. Et quand je peux travailler avec un pays comme Cameroun, il n'y a rien de doute. On ne parle pas d'argent. Je veux essayer directement sans salaire. Pour moi, Cameroun, c'est un des grands pays football africain, mais aussi du monde. Je pense que Cameroun doit jouer chaque année pour être champion d'Afrique, mais Cameroun doit aussi aller au Coupe du Monde pour être dans les... Comme Maroc a fait, Cameroun peut faire le même. Il peut faire le même. Il y a toujours la qualité. Et en 2017,
quand Hugo Broos a signé, C'est un Belge comme toi? Oui, mais un agent m'a dit que toi, tu es le nouveau sélectionneur du Cameroun, quelques jours avant. Et quand Hugo Broos est nommé, je pense que Roger Mila, il est ce temps-là un peu fâché. Oui, il n'était pas content. Et je pense que, je ne sais pas, j'ai pas le preuve, mais il y a aussi des journalistes camerounais qui viennent au tirage quand je suis au Cameroun, qui m'a dit, Tom, en 2017, normalement, tu es l'entraîneur du Cameroun. Je ne sais pas, j'ai jamais parlé avec la fédération là, mais c'est une déception ce temps-là, parce que Hugo Broos a gagné la coupe. La coupe, oui. Et c'est aussi mon ambition. C'est ça, justement. Peut-être quand je suis là ce temps-là, c'est mon coup. Ok, Hugo Broos a fait un très bon travail. Il est un bon entraîneur et il a une très bonne histoire de foot comme entraîneur. J'ai tout le respect pour lui. Mais moi-même, comme entraîneur, je veux aussi travailler avec un grand pays comme le Cameroun, justement. Et le match Gambie-Cameroun, comment tu le ressens? Parce que en quart de finale, la Gambie rencontre le Cameroun. Oui. Comment... Je dois dire que on a fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de comptes dans la phase de groupe. Je dis mes joueurs, quand on est numéro 1, on va jouer 7 équipes. Quand on est numéro 2, on va jouer 7 équipes. 7 équipes, exactement. Troisième, on va jouer. Et deuxième position, je sais avant, on va jouer au quart final contre Cameroun. C'est 100% sûr que Cameroun va être là. Et j'ai vu la route. Et je sais aussi Guinée, c'est possible parce que l'autre option est Nigeria. Ok, tout est possible quand tu es dans le tournoi, mais Guinée, on a battu Guinée aussi en 2019 au Maroc. Et Kabadiwa et l'entraîneur là-bas j'ai pensé que Guinée est possible. Et on va jouer au quart final Cameroun. Naturellement, le rêve est aussi avec Gambie pour être champion d'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de Ah ouais, champion d'Afrique? Oui, j'ai dit ça à mes joueurs. OK, on est réaliste, on sait, on est débutant, on ne sait pas quelle est notre limite. Mais quand on a commencé, on a fait des vidéos du Grèce, qui sont champions d'Europe 2004, du Danemark. De 93. Oui. 92. Non, tous, oui. 92. Et aussi du Zambie. On a fait des vidéos. En 2012. Zambie. On a fait des vidéos de motivation. Et après quelques jours, on a vu une vidéo aujourd'hui, quelques jours après, une autre vidéo. Pour faire le confiance, on est ici comme débutant. Il n'y a pas de personne qui pense qu'on peut faire quelque chose. Oui. Il faut qu'on crée la surprise. Oui. Tout le monde pense que Gambie, il va retourner parce qu'on est dans le groupe avec Tunisie, Mali et Mauritanie. Mauritanie, les derniers 8 ans, fait un très bon développement. Un bon travail. Et il joue aussi en 2019 la CAN. Personne n'a pensé que c'est possible, mais dans notre groupe, on a dit, on est ici pour faire un miracle. Exact. Et naturellement, quand tu peux jouer contre Cameroun, c'est quelque chose d'exceptionnel au Cameroun. Exact. Naturellement, on est clair que ça va être très difficile. Très difficile. Mais quand tu joues au Cameroun, Égypte, Tunisie, Maroc, Sénégal. Tout est difficile. C'est tous des grands pays en Afrique. C'est plus intéressant de jouer dans un stade comme Douala, stade fantastique, avec beaucoup de spectateurs. Et on a préparé ce match avec l'idée, tout est possible. Mais, j'ai dit avant le match, on doit rester 0-0 au mi-temps. Et à deuxième mi-temps, on peut créer la surprise. Exact. On a commencé très défensif. J'ai vu la semaine passée le vidéo de match. BBC a fait tout le programme là. Et j'ai vu encore le match. Et après le match, il y a beaucoup de meubles qui pensent on est plus défensif, peut-être on a plus attaqué. Mais je suis très content de notre première mi-temps. C'est 0-0 au mi-temps. Il y a 1-2 occasions pour Cameroun, un grand save de mon gardien. Mais on a joué bien parce que l'atmosphère est fantastique. Je dois dire, quand l'hymne national a chanté à 35 000 spectateurs,
j'ai vu plusieurs fois après le vidéo de ce monde hymne national et ça donne le même sens. Je suis entraîneur du Gambie, mais je suis le même sentiment quand j'écoute j'écoute l'hymne national du Cameroun chanté par les spectateurs. Ça donne la chair de poule. C'est unique, c'est fantastique. La fidélité des peuples et des spectateurs, c'est fantastique. C'est fantastique. On a joué nul au match premier mi-temps et on a le plan deuxième mi-temps. On va changer quelque chose de plus offensif. Et après 5 minutes au deuxième mi-temps, Tokyo Kambi a marqué le but. Et je pense, et j'ai vu le vidéo 100 fois, je pense que c'est une décision mauvaise du arbitre. De l'arbitre. La touche. Il y a un joueur Tobolek, qui touche le ballon et c'est normalement le throw-in. Le lancer. Pour nous, mais il donne au Cameroun. Et c'est le cross que Tokyo Kambi a marqué le but. Et je pense que le joueur, c'est très difficile de dire. Moi, comme Gambien, je vais dire que le Camerounais a touché le ballon. Et j'ai vu plusieurs fois, j'ai arrêté le visage et j'ai vu. Mais justement, un match, c'est juste les détails. Oui, les détails. Et vraiment, c'est normal que le Cameroun est mieux, ils sont mieux dans le pelouse, il a plus de qualité que nous. Mais quand c'est 0 points plus longtemps, on ne sait pas que c'est possible. Après le 1-0, on a changé, on a joué plus offensif, parce qu'on a marqué, et Tokyo Kambi a marqué le 2-0. C'est pas une catastrophe. Mais pour moi, tout le monde a dit après, fantastique, tu as joué le quart final. Pour moi, ça compte plus de 2 semaines après le tournoi que je peux être content avec le quart final. J'ai toujours le sentiment que la Gambie pouvait gagner. Merde, mais on a l'occasion pour aller aux demi-finales. On ne sait pas. Mais après deux semaines, ok, tout le monde a dit c'est fantastique, on est très content. Mais après le premier match contre Mauritanie, mon président, vice-président dit quand tu perdrais maintenant chaque match, on est très content. On a gagné. Mais ok, après quand tu gagnes, tu veux gagner plus. Je suis quelqu'un qui veut être le meilleur. Perfectionniste. Je veux gagner chaque match. Et c'est mon expérience pour nous. C'est vraiment dommage pour le Cameroun que le Cameroun n'a pas gagné le titre parce que tout est là, la qualité au pelouse, les spectateurs, le stade, tout est là pour être champion. Mais justement, le Cameroun, pour te dire quelque chose, le Cameroun n'a jamais gagné une compétition chez eux. Ils ont toujours gagné à l'extérieur, mais au Cameroun même, ils n'ont jamais gagné. Comment ça s'est passé le retour en Gambie? Je n'ai jamais retourné en Gambie. Ah ouais? On a resté 3 jours au Douala. Un match est samedi. On a attendre pour le vol dimanche. Il n'y a pas de vol dimanche. On a attendre lundi. Il n'y a pas de vol lundi. Et on a attendu mardi. Et seulement la nuit, mardi, il y a un vol. Il y a un vol. Les joueurs sont très, très fâchés. Il y a plusieurs joueurs qui prennent un vol en Europe. Ils sont rentrés dans les clubs. Parce que les clubs attendent. Et la règle est 48 heures. Il doit retourner. On a resté 3 jours dans l'hôtel du Douala, un très bon hôtel. Mais on a resté 3 jours au Douala. Et parce qu'il n'y a pas de... Donc le peuple gambien n'a pas pu accueillir ces... Non, parce qu'il y a tout réglé pour lundi. Normalement, on a le vol dimanche dans la nuit. Et lundi, dans le matinée, on va arriver au Gambie. Il y a une grande fête avec l'autobus. Tous les spectateurs sont là. Mais nous ne sommes pas là. Incroyable. Et j'ai parlé avec mon président, mon vice-président et avec mon team manager. Il y a un vol aujourd'hui. On ne sait pas. Et après, j'ai dit, OK, maintenant je prends le vol en Belgique parce que je ne peux pas. Je ne peux pas attendre. J'ai ma famille qui m'attend. Oui. Il y a beaucoup de demandes aussi des journalistes, comme ça. Quand tu ne peux pas sécuriser le vol, il y a 10 joueurs qui retournent en Europe. Et il y a seulement, je pense, 15 joueurs qui retournent en Gambie. Et il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas une route avec l'autobus. Non, il n'y a rien. Ils sont seulement quelques minutes avec le président de l'État. Et c'est tout. C'est incroyable. Mais justement, Tom, comment tu trouves le fait que la Gambie, quart de finaliste de la CAN, revient pour les éliminatoires
de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, mais joue les phases préliminaires. Est-ce que ce n'est pas une frustration? Parce que tu as joué les phases contre le Tchad. C'est pas normal, c'est pas normal. Comme j'ai dit avant avec Djibouti, je pense que cette phase de pré-qualification, c'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour le football, le football des petits pays. Et le tirage a fait avant le CAN, avant le nouveau ranking du FIFA est là, parce qu'on a imprévu le FIFA ranking avec 50 positions. Ah oui. Tu sais qu'en 2022, la Gambie est le meilleur pays de football africain au FIFA ranking. Plus mieux que Maroc. Ah ouais? Oui. Maroc a imprévu 23 positions. Mais la Gambie a gagné 50 positions. Oui, donc 25 positions. Après le CAN, 25 positions. Maroc, 23 dans toute l'année. Et Cameroun aussi, 23. En 2022, c'est pas après la Coupe du Monde, c'est pas Maroc ou Cameroun, c'est la Gambie qui a improuvé le FIFA ranking. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont gagné de plus de places au classement FIFA. Parce qu'aussi, après la CAN, on a le meilleur, en 2022, on a la meilleure année de l'histoire football gambien. Oui. On a une moyenne de 1,73 par match et ça n'a jamais passé pour la Gambie. Exact. Mais on va jouer la pré-qualification contre Tchad et Tchad a joué la qualification pour le CAN 2023 ou 22 et c'est pas correct pour Tchad. Tchad est le meilleur pays du plus petit après nous et on doit jouer contre l'or et Tchad a un très bon équipe des professionnels en Europe. Ils sortent d'une suspension aussi, hein. C'est pour ça que... Oui, mais un très bon staff locaux. J'ai parlé plusieurs fois avec l'entraîneur. Je suis toujours en contact avec lui. On discute plusieurs fois. L'organisation des fédérations, parce qu'on a joué au Cameroun. On a retourné encore une fois au Cameroun. Et on a joué là-bas contre la RCA. Contre Tchad. Tchad, oui. Et j'ai demandé, est-il pas possible de jouer notre match aussi au Cameroun? Par contre, on ne peut pas jouer au Gambie. Oui, c'est pas possible parce que je veux jouer 2 matchs au Cameroun. C'est vrai. Mais justement, pour les phases qualificatives, là, je pense que vous êtes deuxième ou premier? Mais non, maintenant on est troisième avec le même point de deuxième. On a 3 points. Mali a 6 points. Congo-Brazzaville et nous à 3 points. Et Sud-Soudan à et justement, comment tu peux voir donc, puisque c'est en mars, les prochains matchs, la 3e et la 4e journée, je pense. 3e et 4e. Pour nous, ça va être, je dois être honnête, très difficile. Il y a quelques situations. Au début, je dois dire, en juin l'année passée, on a joué le 4 et le 8 contre Sud-Soudan et contre Congo-Brazzaville. Mais contre Sud-Soudan, on a joué au Sénégal et j'ai demandé de jouer au Maroc. Pour quelle raison? On ne peut pas jouer au domicile. Maroc est plus facile pour les joueurs de venir. Oui. Et aussi, on doit voyager après pour aller au Congo-Brazzaville. Et les stades sont bons, les pelouses sont bien, les hôtels sont bons. Mais la fédération, le ministre a décidé de jouer au Sénégal. On a resté dans l'hôtel 1 heure de stade. C'est pas vraiment facile. Et j'ai demandé de jouer le premier match le 8 et le deuxième au Congo-Brazzaville le 13 ou le 14. Mais on a joué le 4 contre Sud-Soudan et le 8 contre Congo-Brazzaville. Wow. Ça dit qu'on a joué samedi au Sénégal. On a voyagé après le match samedi nuit. On est arrivé dans la matinée à 6 heures au Casablanca. On est resté 15 heures au Casablanca dans le jour. C'était pas évident. On a fait un vol dans la nuit Congo-Brazzaville. On est arrivé lundi matin, 6 heures dans le matin. Mercredi. On n'a pas 2 nuits, pas dormir dans un hôtel. Samedi nuit dans le vol. Dimanche dans le vol, arrive lundi dans le matinée, mercredi le match. Congo-Brazzaville a marqué un but à 74 minutes parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas récupéré. C'est un premier problème. Le deuxième problème est aussi, notre équipe manque 6 joueurs au milieu du terrain. On a 3 joueurs qui sont abordés le football pour l'équipe nationale après le CAN. Ibrahima Sona, il a arrêté le football
Mohamed Mbaye et Daoud Angom, et sur plus de 32, 33 ans, qui sont abandonnés l'équipe nationale. Et ce sont 3 joueurs qui jouent normalement au CAN et avant au centre milieu de terrain. Et on a aussi 3 joueurs qui jouent normalement, mais Ibu Adams, il est blessé pour 7 mois, il joue avec Cardiff, il n'a pas joué pour 7 mois, bien sûr. Ibrahima Dahoud du AS Rome, il a un ligament croisé, il n'est pas prêt, il n'entraîne pas. Mais est-ce que tu ne peux pas prendre les joueurs de U20? Non, le niveau est tout différent. On a aussi Youssef Abob qui a joué très bon au CAN, mais il n'a pas une équipe pour le moment. Le problème avec le U20, pour jouer dans l'équipe, il y a une grande différence. J'ai essayé ça avant avec des matchs amicaux et on a vu ça aussi quand les joueurs du U20 signent un contrat en Europe. La majorité, parce que notre U20 est aussi 3e au CAN 2022. Oui. Il y a 5-6 joueurs qui signent un contrat en Europe. Il y a seulement un qui joue en Europe, c'est James Gomez. Et tous les autres sont retournés en Afrique ou jouent avec le deuxième équipe. Ça dit qu'il n'y a pas de développement. Le niveau du U20, comme U20, tu es un joueur, mais tu joues U20. Maintenant, on va jouer contre Mali. Mali est un des meilleurs pays en Afrique. Il joue dans la qualification pour la Coupe du Monde contre Tunisie. Mais Mali a la qualité pour aussi qualifier pour la Coupe du Monde. Les joueurs jouent dans les grands clubs en Europe. Ça va être très difficile. Vraiment, 2 matchs nuls peuvent être suffisants quand on peut gagner à domicile contre Congo-Brazzaville, extérieur contre Sud-Soudan, ou un match nul, victoire et perdre contre Mali. On va voir, mais on doit être réaliste. On a vu ça aussi avec Madagascar, avec Burundi. Ils sont qualifiés pour la CAN 2019. Ils ne sont pas là en 2022. C'est pas évidemment. C'est pas évident, effectivement. Maintenant, tout le monde connaît Bambi. Il y a plus de... Tout le monde connaît Tom Saintfiet. Oui, parce qu'il faut voir le football. Et on ne peut pas faire le surpris. Et on a des problèmes dans l'organisation. On n'a pas... Je dois être honnête, on n'a pas improvisé après la CAN de l'organisation. Et on a aussi quelques joueurs qui manquent, qui sont pas. On a beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, mais qui ne jouent pas. Qui sont pas. Mais quelle est la solution maintenant alors? Quelle est la solution? Maintenant, on a fait une sélection basée dans une bonne organisation. On va changer quelque chose probablement dans la tactique. Et on a toujours la confiance dans mes joueurs. On a fait des surprises avant. Et on va faire, Inch'Allah, on dit parce que notre surprise. Mais pour moi, Mali est le grand favori pour gagner le groupe. Et contre Brazzaville est un très bon pays. On a joué contre Brazzaville. L'atmosphère là-bas, les supporters, aussi fantastique. C'est une très bonne équipe. Je pense qu'il y a toujours, il y a 33% qu'on peut qualifier, mais il y a aussi 66% qu'on a qualifié. Justement, Tom Saintfiet arrive bientôt à la fin. Quand tu n'es pas dans le foot, quand tu n'es pas en équipe nationale, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes autres passions dans la vie? Ma petite fille. Ah ouais? Ah oui, elle a 6 ans et elle est très belle. Elle aime le football aussi, elle aime tout le sport. C'est ton seul enfant? Oui, c'est mon seul enfant, oui. C'est seulement un et c'est mon Coupe du Monde. Elle est le meilleur. Elle est ton meilleur joueur. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, il n'y a rien d'autre que ma famille et le football. Ah ouais? Je dois vraiment dire, pour moi, mon football est ma vie. Je pense football, je vis le football, je veux le football. Tu manges football? Oui, je mange football, mais c'est vrai, parce que c'est un grand problème. Le football, c'est pas mon travail, c'est mon passion. C'est ta passion. Et je dis ça à mes joueurs aussi. Tu peux être millionnaire, tu peux jouer avec les plus grands clubs en Europe. C'est pas ton travail. Quand tu es un petit garçon, tu joues le football parce que tu aimes jouer le football. C'est ta passion. Et quand c'est ton profession, tu dois toujours aimer le football. C'est le rêve. Il y a beaucoup de peuples qui font un travail pour beaucoup des années pour moins d'argent, qui n'aiment pas le travail. On peut faire le travail de football et c'est notre passion, c'est notre hobby, c'est tout pour nous. J'aime le football, j'aime voir le football, j'aime de penser le football, de découvrir de nouveaux joueurs, moi-même aussi d'étudier moi-même. De faire les scouting pour voir de nouveaux joueurs.
beaucoup de scouting parce que plusieurs fois, tu veux peut-être, je visite beaucoup des matchs en Europe exact, comme ça. Exact. Je dois dire quelque chose, je paye tout moi-même. Hein, ah oui? Parce qu'au Gambie, il n'y a pas de budget. Ça. Chaque vol que je prends, chaque hôtel que je prends, chaque repas que je prends, je paye moi-même. Ouais. Dans 5 ans, j'ai visité des matchs en Suède, en Norvège, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, en Pays-Bas. Chaque visite, je paye moi-même. Et c'est pas le problème, parce que j'ai fait ça pour être mieux. Il y a des peuples qui disent, mais tu dois demander la fédération pour payer ça. J'ai dit, mais quand il n'y a pas d'argent, je ne peux pas faire de scouting. Exact. Et je fais du scouting, pas pour la fédération, je fais du scouting pour moi, parce que je veux gagner le prochain match. Je veux développer les joueurs de l'équipe. Tu sais que les dernières 5 années, 36 joueurs ont fait leur début dans l'équipe nationale. Ah ouais? Et pas chaque joueur a fait beaucoup de matchs, mais il y a des joueurs qui sont restés dans l'équipe. Et dans le scouting, je découvrais de nouveaux joueurs. Pas chaque joueur joue de haut niveau. On a joué le CAN avec des joueurs qui jouent 4e division en Angleterre, 5e division en Suisse, 4e division en Danemark, au Suède. Et c'est pas le niveau de joueurs qui jouent, mais le niveau et la mentalité d'un joueur, de discipline, l'amour pour jouer leur équipe nationale qui compte pour moi. Et on a créé une équipe et j'espère qu'on peut faire ça pour longtemps avec Gambie. Et on va voir que peut-être il y a des jeunes joueurs qui rentrent dans l'équipe. Et on doit donner aussi des jeunes joueurs de temps pour développer en Europe. Exactement, mais donc à part le foot, ta petite fille, tu n'écoutes pas la musique? J'aime la musique pour écouter la musique, mais je chante, mais j'ai pas. Ah ouais? Non. Tu joues pas un instrument? Non. Piano, je veux jouer, mais j'ai pas le sentiment pour chanter. Ma femme dit arrête ça, non, je chante quand je prends une douche, mais j'aime la musique et dans chaque pays que je visite, normalement, j'achète des CD locaux comme ça et j'ai plus de 1000 CD dans tout le monde. Ah oui. Et j'aime la musique pour écouter la musique, et j'ai aussi une collection de maillots de football. Oui. J'ai plus de 300 maillots de football et j'ai de chaque pays africain, j'ai un maillot de l'équipe nationale. Ah bon? De tous les 54 pays, j'ai un maillot de l'équipe nationale. Ah oui? Ouais. Ça alors, Tom, c'est donc... Je suis passionné de football. Du football, mais justement, moi, je suis très étonné de savoir que tu as une collection de maillots, parce qu'il y a même les Africains, même, ils ne peuvent pas se taper le luxe d'avoir tous les 54 maillots des 54 pays. Donc, je suis très étonné. Bon, maintenant, comme on finit l'interview, je vais te demander, je vais te donner les noms de certains joueurs. Tu me diras ce que tu penses d'eux. Oui. Comme ça, qu'est-ce que tu penses de Samuel Eto'o? Il est un des meilleurs joueurs de l'histoire du football africain. Qu'est-ce qu'il a fait en Europe, c'est exceptionnel. Aussi pour l'équipe nationale Cameroun, il est avec Roger Mila, je pense qu'il est le meilleur. Les deux sont exceptionnels dans notre temps de football. Et maintenant, il est un grand leader de football. Il veut changer le football camerounais. Et quand tu fais des changes, pas tout le monde aime ça. Et je ne connais pas les détails parce que mon focus, mon concentration est au Gambie. Mais je pense qu'il a de bonnes ambitions. Il est quelqu'un qui veut réussir, qui veut être le meilleur, comme il a fait comme joueur. Maintenant, il veut être le meilleur comme président de la fédération. J'espère qu'il veut créer son rêve avec le Cameroun, dans les ligues locaux, dans le développement local, notamment aussi avec les équipes nationales. Didier Drogba? Un des plus grands joueurs Côte d'Ivoire, mais peut-être il n'a pas fait plus le maximum pour l'équipe nationale, parce que quand il a arrêté, seulement après, Côte d'Ivoire a gagné le titre d'être champion d'Afrique, mais notamment comme attaquant, un exemple pour beaucoup des hommes. Des jeunes joueurs. Mais pour moi, il est un des plus grands, mais pour moi, Roger Mila et Eto'o sont plus grands que lui. D'accord, mais justement, je voulais parler aussi de Roger Mila. Pour moi, le début de football, pour moi, j'ai 9 ans et j'ai vu le football à la télé et j'ai toujours
mon livre de Panini avec les stickers à la maison et peut-être que je dois demander une fois une signature de lui. Pour moi, il est il est la base de football camerounais de niveau international. Et qu'est-ce qu'il a fait, pas seulement en 82, mais aussi les années après. En 90. Oui, c'est unique. Et naturellement, après, il y a Makanaki, Romambi, qui y a les plus grands joueurs camerounais. Mais il est débuté aussi Onkono, le gardien. Joseph Antoine Bell. Ouais. Mais pour moi, il est un icône. Moi, il est le plus grand parce qu'il est le premier. Et Georges Weah. Comme footballeur, il a en fait en Europe. Ballon d'Or. Fantastique. Il est seulement dommage pour lui qu'il est né au Libéria. Parce que comme équipe nationale, il a joué le CAN une fois, je pense, mais naturellement, il n'a pas l'occasion pour jouer la Coupe du Monde. Il n'a pas l'occasion pour gagner des titres avec l'équipe nationale. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé le niveau de football Libéria d'un plus haut niveau. Il a un exemple pour beaucoup de générations après. Et maintenant, il est le président d'un pays. C'est aussi un exemple comme footballeur. Quand tu investis dans ton carrière comme footballeur, tu peux faire quelque chose pour le football, mais il fait aussi il fait beaucoup pour le pays. J'ai rencontré une fois avec lui au hôtel Sarakawa au Togo quand on a joué contre Libéria et c'est un grand homme comme footballeur, mais plus de ça, il est un grand homme pour son pays. Il veut faire beaucoup pour développer et faire quelque chose de spécial de son pays. Adebayor. Adebayor est le plus grand joueur de football que j'ai travaillé. On a dans le temps-là quelques problèmes ensemble. Je dois dire que ce temps-là, je suis un peu influencé par le peuple, les dirigeants de mon côté, de la fédération de gouvernement. Mais je suis toujours en contact avec lui. Il est un joueur fantastique. Le meilleur joueur que j'ai travaillé dans ma vie. Et un homme fantastique. Il a fait aussi avec la Coupe du Monde 2006 et après aussi l'histoire du Coupe Afrique 2010 au Angola, c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser, mais il est toujours là comme leader de son pays. Et, il est le meilleur joueur que j'ai travaillé. Bon, je vais dire Sadio Mané. Qu'est-ce que tu penses de Sadio Mané? Parce qu'après, je vais poser la question sur Salah, qui va être à la fin. Sadio Mané, qu'est-ce que tu penses de lui? Sadio Mané est un joueur. Avant Sadio Mané, il y a beaucoup de bons joueurs au Sénégal. Sénégal, oui. On a Jules Boucandé, on a Fadiga, on a beaucoup de générations de bons joueurs. Mais Mané est un joueur qui a peut-être le niveau constant. Il est stable dans le haut niveau. Il y a des joueurs qui jouent quelques années de haut niveau. Sadio Mané, il joue maintenant 10 ans dans très haut niveau. Chaque match, il joue de très haut niveau avec Bayern Munich, avant avec Liverpool, mais aussi avec son équipe nationale. Il donne des titres, il gagne des coupes. Et naturellement, comme joueur, comme on a dit avec Georges Weah, il est un grand joueur, mais il n'a pas l'occasion avec Libéria de gagner des titres. Avec Drogba, il n'a pas gagné ces grands titres avec l'équipe nationale. Et Sadio Mané, il fait ça pas une fois, mais plusieurs fois aussi au Coupe du Monde, des grands résultats. Naturellement, on doit dire que l'équipe nationale maintenant du Sénégal, c'est une équipe avec beaucoup de grands noms, mais Sadio Mané, c'est un leader, une très bonne personnalité, une très bonne personne humaine, mais qui aussi, c'est un grand star sans l'allure de grand star. Exactement. Et c'est fantastique. Mohamed Salah, pour terminer. Mohamed Salah, c'est presque le même comme Sadio Mané. Peut-être mais il n'a jamais gagné la CAN avec son pays. Peut-être il n'a pas l'avantage que son pays, Égypte, c'est un grand pays de football, mais il n'a pas le même football. La majorité des joueurs sont pour Zamalek, Al-Ahly, Futur, les grands clubs là-bas, et c'est haut niveau. Mais naturellement, quand tu as les grands noms comme Koulibaly, Kouyaté et les autres, c'est différent que les joueurs en Égypte.
Mais ça là, peut-être ce moment-là, son grand top est passé, je pense. Mais qu'est-ce que Salah a fait pour l'Égypte, mais aussi pour Liverpool et Basel avant, ce sont des grands joueurs. Mais pour moi, je pense que les joueurs comme Villa, comme Rea, comme Eto'o sont plus grands que ces deux-là. Justement, c'est la dernière question. Qu'est-ce que Tom Saintfiet pense de Tom Saintfiet? Je pense beaucoup de choses. Il y a des moments que je suis content avec l'homme que je suis, tout que j'ai réussi. J'ai travaillé maintenant 26 ans comme entraîneur. J'ai commencé de niveau amateur et je suis sélectionneur de haut niveau. J'ai joué le quart final. Mais autrefois, je suis pas content parce que je veux plus. Mon grand ambition et mon grand rêve est d'aller aux Coupes du Monde, de travailler avec les meilleurs pays et pas seulement aller aux Coupes du Monde. J'ai dit toujours, j'ai les qualités pour aider un pays aux Coupes du Monde, au quart final, demi-finale. Finale même. Oui, oui. Parce que mon stratégie qu'on a joué avec Gambie, c'est la même stratégie Maroc a joué aux Coupes du Monde quand ils jouent le demi-finale. Et pour moi, les grands pays comme Ghana, comme Nigeria, comme Cameroun, comme Côte d'Ivoire, ils ont la même qualité au plus, Sénégal aussi, que Maroc. Et mon rêve, aller aux Coupes du Monde et aller aux Coupes du Monde avec un pays et à peut-être jouer le final. Et pourquoi pas peut-être pour être le premier champion du monde avec un pays africain, c'est le grand rêve. Donc, je suis content pour 30%, mais je suis toujours très motivé, ambitionné, et je veux développer moi-même et mon carrière pour réussir ça, mon grand rêve. Ok. Vous avez vu, on a un homme passionné qui vit football, il mange football, il a dit, même les moments où il doit passer avec sa fille, il pense football. Il a un rêve, c'est de gagner la Coupe du Monde. Mais peut-être tu peux gagner la Coupe du Monde avec le Cameroun. ça veut être naturellement le grand rêve. Comme j'ai dit avant, pour moi, Cameroun, j'ai un bon sentiment parce que c'est le premier pays africain quand je suis 9 ans qui est dans mon cœur. J'ai toujours tous les livres de Panini, j'ai toujours tous les livres de l'histoire du football, de l'histoire commencer avec Roger Mila, de Makanaki, de Omambik, de Kono, de Rigobert Song, d'Eto et tous les autres. Sont travaillé une fois avec Cameroun, ça veut être un rêve. Mais naturellement, quand je travaille avec Cameroun, je veux être champion d'Afrique et je veux aller aux Coupes du Monde pour faire un miracle aussi là-bas. C'est moi, comme entraîneur, je pense que je vais être mort pour rester, moi. Je veux toujours plus et je suis ambitionné pour le meilleur. Et on ne sait pas quand c'est Cameroun, ça veut être une grande honneur. Ok. Mais je viens de terminer un entretien vraiment passionnant avec Tom Saintfiet. On a un peu retracé toute sa carrière et vous avez vu que on n'arrive pas à la réussite sans travailler et il est l'exemple du travail parce que vous voyez que c'est depuis qu'il est petit qu'il a travaillé sa passion et aujourd'hui il accomplit ses rêves, même comme il a dit qu'il est à 30% fier de lui, il reste encore 70%. Et Tom Saintfiet, vraiment merci. Vous êtes bienvenu. C'est un honneur de parler avec vous. Merci beaucoup. Merci. Ok, on est à quelques minutes de Belgique, à Lille. Donc, il m'a fait l'honneur. Et vraiment, je profite pour dire que c'est un homme simple et vraiment accueillant. Et vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment, c'est quelqu'un qui est accueillant et qui connaît être franc dans ses paroles. Et vraiment, c'était un honneur pour moi de le recevoir. Et comme il dit qu'il accomplit ses rêves, moi aussi, j'ai accompli mon petit rêve parce que on s'est rencontrés à Versailles pour le match Comores contre Tunisie. On s'est donné rendez-vous et aujourd'hui, c'est pour moi un honneur aussi de l'avoir rencontré. Sur ce, bonne journée et ciao.